Il est 6h45 dans cet établissement public de la place. C'est l'heure du rassemblement pour la montée des couleurs. Le ton est ainsi donné. Après la montée du drapeau, place à l'exécution de l'hymne national, puis entrée des élèves dans les salles. La montée des couleurs est un exercice quotidien dans les établissements scolaires. Cependant, on note une certaine banalisation et négligence de ces séances au niveau de certains établissements scolaires. Constat fait par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'alphabétisation à travers la note circulaire en date du 8 octobre 2022. Le ministre Dodi Kokoroko révèle une complaisance notoire dans l'organisation de la montée des couleurs et a interpellé les chefs d'établissement à veiller au respect de la rigueur et de la discipline. Certains chefs d'établissement ont pris note et saluent cette décision de leur hiérarchie. Nous, à 7h05 déjà, nous sonnons. Comme l'école est grande, nous sonnons. Et les enfants prenaient un peu du temps pour se mettre en rang. Donc à 7h05, nous sonnons. Et à 7h20, au plus grand tard, ils sont prêts pour la montée des couleurs. Et on fait rentrer les élèves. Et juste après les avoir fait rentrer, le maître de semaine se charge, puisque les matins comme ça, quand ils viennent, il éparpille les paperasses dans la cour de l'établissement. Donc le maître de semaine retient sa classe pour ramasser, dit aux enfants, à ses élèves, de ramasser les déchets que les enfants ont laissés qui traînaient dans la cour. Donc les élèves les ramassent et la cour à un temps donné, à 5 minutes après, la cour est propre. Donc à 7h25 déjà, la cour est propre. Et eux aussi rentrent dans leur classe pour débuter effectivement les cours à 7h30 minutes. Ce qui est du collège, par exemple, nous faisons les rassemblements les lundis et les vendredis. Et la montée de couleurs, s'il y a des informations à donner, le séminaire ou bien le surveillant, le directeur passe pour donner l'information aux élèves. Le surveillant, lui, il est au niveau du portail. Déjà à 6h40, nous, on ferme la porte. Ceux qui sont en retard restent quelques minutes au dehors là-bas. Après 5 minutes, le surveillant passe pour les ouvrir et la punition à donner, il les dira après. Au primaire, la montée des couleurs est obligatoire tous les matins, 30 minutes avant le début des cours. Pour le secondaire, les chefs d'établissement doivent organiser 1 à 2 fois par semaine la montée des couleurs. Pour certains acteurs de l'éducation, ces rassemblements pour la montée des couleurs constituent des occasions pour sensibiliser les élèves sur le civisme, la citoyenneté et le patriotisme. On profite pour montrer aux enfants les valeurs civiques. D'abord, le drapeau représente un emblème, c'est un emblème sacré du Togo. Ça représente notre pays, ça représente aussi la liberté de notre pays. C'est une valeur vraiment à respecter. Il y a certains, quand on monte le drapeau, ils essaient de bouger, danser, faire tout ça. Là, on leur montre comment cela doit se faire. Ils ont lutté pour obtenir ce drapeau. Il faudrait qu'on respecte vraiment ce drapeau qui représente notre nation. L'hymne national, tout ça, là, on essaie aussi de les aider, ceux qui ne savent pas chanter. Et ce que nous faisons, en les rappelant chaque fois à la raison d'être à l'heure à l'école, cela va leur permettre d'acquérir une bonne conduite pour demain. Et donc, nous les préparons pour être de bons citoyens pour l'avenir de notre pays. On tient à remercier le ministre, puisque l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Il nous a rappelé ce que nous connaissions déjà, donc pour permettre à ce que l'école et l'éducation togolaise aillent de l'avant. L'éducation civique dans les écoles participe aussi à faire des élèves des responsables de demain engagés pour le développement de la patrie. C'est l'un des outils les plus indispensables permettant un facile accès à l'information et contribuant indéfectiblement à la formation pédagogique. Malheureusement, fort est de constater depuis quelque temps un désintéressement de plus en plus de personnes vis-à-vis de cet outil d'information. Une situation qui, selon certains écrivains et lecteurs, est majoritairement due à l'avènement des technologies de l'information et de la communication ces dernières décennies.
Elles viennent modifier d'une façon radicale les conditions dans lesquelles les connaissances ainsi que l'information sont désormais transmises, remettant des fois en question le livre sur la forme et la présentation qui lui était reconnue jusqu'à présent. Au Togo, avec tous ces défis auxquels est confrontée l'industrie du livre à l'heure d'éthique, sa place dans l'éducation n'est plus à démontrer. Le livre demeure pour chacun un ami véritable. Le livre, c'est avant tout un plaisir pour soi-même et un plaisir qui nous conduit généralement vers de la découverte. Le livre, c'est de la nourriture. Le livre nourrit l'esprit et c'est ce qui est fondamental pour nous et surtout pour les élèves et les étudiants, pour les apprenants. Parce que eux, ils sont encore sur les bancs de l'école, ils cherchent en fait à doper au maximum leurs connaissances et cela ne peut en fait se faire sans l'apport du livre. Le livre est un élément incontournable lorsque nous sommes dans le cadre en fait de l'apprentissage parce que le livre demeure l'élément par essence même en fait de la culture, de la connaissance. On ne peut espérer en fait acquérir une certaine connaissance si on ne passe pas par le livre. Et nous le disons souvent, l'élève qui à l'école se contente uniquement des cours de ses enseignants, en fait, s'accorde une sorte de formation à moitié. Il n'a pas toute la qualité de ce qu'il faut. Parce que les enseignants à l'école, ils nous mettent en fait sur les rails et il nous appartient en fait de pouvoir nous donner toute la puissance qu'il faut. Et cela passe fondamentalement par le livre. Promouvoir davantage le livre face aux défis actuels du numérique et lui redonner sa valeur datant se veut l'un des engagements de certains écrivains togolais. Pour cela, des actions sont menées, notamment du côté des élèves, afin de susciter en eux plus d'intéressement vis-à-vis du livre. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est plus ou moins ce qui se fait déjà et qu'il faut peut-être accentuer. C'est en quelque sorte ce qui se fait régulièrement au club littéraire, que d'autres associations également font, que de façon générale, nous voyons également des gens de façon individuelle également faire, c'est d'organiser régulièrement des activités autour du livre, d'aller vers des écoles et également encourager les responsables d'école. Mais malheureusement, il y a certains responsables d'école, lorsque vous allez vers ces responsables-là pour des activités littéraires, il y en a qui ne trouvent pas l'importance à la chose, alors qu'en réalité, cela passe par là. Donc, c'est de multiplier régulièrement ces activités-là, faire en sorte qu'il y ait des facilités de contact justement entre les élèves et les acteurs culturels, surtout les acteurs du livre, les auteurs, les amener, organiser de petits concours et faire comprendre justement aux élèves que l'écran en réalité nous dévore, l'écran dévore leur esprit, pendant que la lecture est là pour réhabiliter cet esprit-là, pour nourrir cet esprit-là et leur permettre en fait d'être tout simplement des hommes de qualité, exactement comme ce qui est demandé dans la société lorsqu'on rentre dans la vie active et tout. Le seul conseil que je peux donner, c'est de lire. C'est de lire, de prendre plaisir à la lecture parce que le livre reste sinon cet élément essentiel qui, pendant qu'il vous permet de vous divertir, vous instruit en même temps. Il faut lire et il faut faire du livre, en fait, son meilleur ami. L'on ne le dira assez, le livre revêt une importance capitale dans le développement de soi. Y accorder plus de temps permettra de développer certaines attitudes, comme gagner en aisance avec l'écrit, mais surtout étendre plus son vocabulaire. C'est en quelque sorte un outil de gestion, un outil de tableau de bord qui permet aux entrepreneurs de savoir où est-ce que tu veux aller et comment est-ce que tu comptes le dérouler, quels sont les moyens qui sont nécessaires. De façon brève, c'est la définition du plan d'affaires. Encore appelé business plan ou plan de développement, le plan d'affaires est un document qui présente la viabilité et la faisabilité d'un projet. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, le plan d'affaires constitue un outil par excellence pour convaincre les partenaires financiers et autres parties prenantes. C'est généralement composé de deux parties. Une partie qui est purement théorique, là où on décline la faisabilité du projet, la faisabilité technique, la faisabilité financière et les ressources, les intrants qui sont disponibles. Et il y a aussi l'autre partie qui est la partie financière. Cette partie financière, c'est généralement là où on regarde
comment est-ce que tu comptes créer de l'argent, quelles sont les charges d'exploitation et tout ce qui est amortissement et en grosso modo, comment est-ce que tu comptes établir ton plan de financement. Les jeunes entrepreneurs, pour réussir leur projet de création d'entreprise, sont appelés à faire recours au plan d'affaires. Il illustre les objectifs de l'entreprise, les résultats attendus et bien évidemment les moyens pour y parvenir. On doit l'élaborer à toutes les phases de développement du projet. Depuis le prototypage, pour savoir quels sont les éléments qui entrent dans le prototypage du projet, et jusqu'à la phase d'amorçage, phase de démarrage, parce que dans le processus de l'accompagnement entrepreneurial, il y a différentes phases. Il y a la phase de prototypage où on a besoin de savoir quels sont les intrants dont on a besoin, quels sont les coûts qui sont liés à ce prototypage, et aussi dans la phase de démarrage, on a besoin de savoir quels sont les éléments qui entrent dans le développement et la réussite de mon projet. En grosso modo, on doit l'avoir à toutes les étapes de développement du projet entrepreneurial. Pour tirer meilleur profit de son plan d'affaires, ce dernier doit respecter certaines normes, d'où la nécessité de faire appel aux experts en la matière. Il y a les notions d'études de marché qu'il faut faire, et ça, c'est les marketeurs qui le font. Il y a des parties où on doit faire une planification, c'est les gens qui font de la planification qui le font. Il y a des parties qui est l'étude financière, et ça, tu as besoin de financiers. Quelqu'un qui est dans un projet de développement énergétique et des énergies renouvelables, il a besoin d'un ingénieur en énergie renouvelable, parce que pour chaque type de projet, il y a des spécificités, donc on a besoin de spécialistes pour chaque type de projet. Le financement des projets est un véritable problème pour les créateurs d'entreprises. L'accès au financement est limité, ceci à cause des plans d'affaires peu fiables. Un défi majeur dans les pays en développement. Le recouvrement de créances est une activité régie par la loi et qui consiste pour une entreprise ou un particulier à utiliser des moyens variés devant lui permettre d'obtenir d'un débiteur le paiement de la créance due. Avec la situation socio-économique, nombreuses sont ces entreprises à avoir dans leur comptabilité les factures impayées et les banques à traîner dans leurs livres des créances douteuses. Pour le recouvrement de ces créances, l'on doit faire appel à deux méthodes. Il y a ce que nous appelons le recouvrement à l'amiable. Ça consiste à relancer le client par lettre simple ou par lettre recommandée, et aussi par des appels téléphoniques. C'est l'un des moyens, comme je disais tantôt, le plus utilisé dans le cas du recouvrement des créances. L'autre volet aussi, au cas où la somme due par le client est très importante et il peut y avoir dilapidation du patrimoine par le client, alors on peut saisir un juge en ce moment pour se voir autoriser ce que nous appelons des mesures conservatoires qui va consister à geler la totalité ou une partie du patrimoine du client, le temps que le recouvrement soit effectif. Les créances peuvent amener les entreprises à fermer leurs portes. Voilà pourquoi il est important pour les entreprises de prévoir en leur sein des cellules ou services de recouvrement. Dans le cas du recouvrement, au cas où il s'agit des grosses sommes comme ça, alors qu'est-ce que certaines structures font? Elles confient ça carrément à une autre structure externalisée qui s'en occupe. Ou au cas où on ne peut pas externaliser le recouvrement des créances en ce moment, il faut avoir quand même un département à l'interne pour s'en occuper. Et pour ce genre de dossier, il faut avoir des personnes vraiment compétentes, parce que là on sait que c'est question d'argent, ça entraîne la survie de la structure, mais aussi pour le client en soi, ça donne une mauvaise du client avant tout. Et ça ne permet pas à la structure de pouvoir renouveler une autre opération avec lui. Et au cas où ça rentre dans le suivi de la justice, tout ça là, et bien vraiment, et la structure et le débiteur sont mal vus en face des autres opérateurs économiques. S'attacher les services d'un huissier est aussi une option pour les entreprises. L'amélioration du climat des affaires est un atout en ce sens pour les entreprises togolaises qui doivent prendre des dispositions nécessaires pour limiter les risques liés au non-paiement de leurs prestations de services.